Bonjour, dans la partie précédente, nous avons vu les bases de l'Arduino dans le cadre des fusées expérimentales. Mais aujourd'hui, on va surtout parler des capteurs, et on va supposer que vous avez déjà vu la vidéo précédente. Si ce n'est pas le cas, je vous mets le lien de la vidéo dans les fiches, et sinon, bon visionnage. Les capteurs. Un capteur est un dispositif transformant l'état d'une grandeur physique, pression, accélération, position, vitesse, etc., en une grandeur utilisable, une tension électrique, un indicateur comme un cadran ou un niveau de liquide. Bref, ne vous dites pas qu'un capteur est forcément un système électronique, il peut être totalement mécanique. Le capteur est forcément constitué d'un transducteur, c'est un élément qui convertit un signal physique en un autre. Mais si vous voulez mesurer la pression en filmant un altimètre mécanique avec une GoPro, sachez qu'il y a beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus léger. Les équations sont assez simples. Voici l'équation quasi exacte qui relie la pression avec l'altitude. Voici des données calculées pour un capteur BMP 280. La pression est affichée en pascal. En transformant l'équation, on peut directement obtenir l'altitude en mètres à partir de la pression. On utilisera l'atmosphère standard, qui est une norme aéronautique pour l'altitude des avions et engins aérospatiaux. On peut poser T0, qui correspond à la température au niveau 0, qui est égale à 288 Kelvin, et P0, la pression au niveau 0, égale à 101 325 pascal. On obtient bien 55 mètres. Cette valeur peut varier pendant la journée et en fonction de la météo, mais lors d'un vol court en avion ou typiquement lors d'un vol de fusée, elle ne varie que très peu, à une altitude donnée. Vous pouvez donc estimer la hauteur de la fusée simplement en enregistrant les valeurs au sol et en vol. Bon, on a une manière simple et pratique pour obtenir l'altitude à partir de la pression, mais ces valeurs doivent être transmises à la carte. Pour cela, on va utiliser le protocole I2C. Le protocole I2C pour Inter-Integrated Circuit est un bus informatique standard qui est principalement utilisé en électronique. Il permet de relier plusieurs maîtres et esclaves ensemble à l'aide de seulement 3 câbles. Le câble SDA, Serial Data Line, qui est la ligne de données bidirectionnelle entre le maître et les esclaves. Le câble SCL pour Serial Clock Line, qui est la ligne d'horloge de synchronisation bidirectionnelle. Seul le maître gère l'horloge. Et enfin le GND que vous avez déjà vu, la masse, qui doit être commune aux éléments du circuit. Il existe 5 vitesses de transmission. Le premier est le Standard Mode, SM, qui est inférieur à 100 kbps par seconde. Ensuite il y a le Fast Mode, FM, inférieur à 400 kbps par seconde. Ensuite il y a aussi le Fast Plus Mode, qui est inférieur à 1 Mbps par seconde. Ensuite, on arrive dans la haute vitesse avec le High Speed Mode, HS Mode, inférieur à 3,4 Mbps par seconde. Et enfin, le Ultra Fast Mode, UFM, inférieur à 5 Mbps par seconde, unidirectionnel uniquement. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul maître et que les esclaves ne peuvent pas répondre. Lorsque vous avez déclaré la bibliothèque Wire dans l'IDE d'Arduino, cette vitesse de transmission peut être réglée par la fonction wire.setClock, valeur en Hertz. Mais attention, au-delà d'une certaine vitesse, vous risquez d'avoir des problèmes. La bibliothèque Wire correspond à la bibliothèque qui gère le protocole I2C, mais il existe aussi d'autres bibliothèques qui peuvent directement gérer l'I2C. Les équipements connectés au bus le sont par des sorties de type drain ouvert ou collecteur ouvert sur les deux lignes SDA et SCL. Cela veut dire que pour communiquer, le circuit est mis à la masse. Les équipements sont donc câblés sur le bus par le principe du et câblé, ce qui veut dire qu'en cas d'émission simultanée des deux équipements, la valeur 0 écrase la valeur 1. On dit donc que l'état logique 0 ou low est l'état dominant, alors que l'état logique 1 ou high est l'état récessif. Lorsqu'un bus n'est pas utilisé, il est au niveau haut, à travers les résistances de pull-up RP. Les niveaux utilisés entre les lignes de bus sont généralement de 3,3 volts et non en 5 volts, alors faites attention et ne branchez pas n'importe quoi dessus. On considère l'état dominant low quand la tension est comprise entre moins 0,5 à 0,3 VDD et on considère l'état récessif high quand la tension est comprise entre 0,7 fois VDD jusqu'au VDD. Le pull-up. Le pull-up ici n'est pas un exercice de musculation, c'est un type de résistance de rappel. Une résistance de rappel, on l'a vu lors du dernier épisode, est une résistance dans un circuit électronique qui amène délibérément cette même ligne soit à l'état bas, soit à l'état haut.
Le pull-up correspond à l'état haut. La résistance est donc connectée au VDD du circuit. Cette résistance ne doit pas être choisie au hasard, sa valeur doit être suffisante pour permettre au capteur ou aux cartes de mettre à la masse les lignes SDA et SCL. Mais celle-ci doit être assez faible pour permettre la remise sous tension rapide entre chaque bit afin de communiquer correctement. Il y a donc des formules pour connaître les valeurs maximales et minimales des résistances de pull-up en I2C. La valeur minimale des résistances de pull-up est limitée par le courant des sorties SDA et SCL, IOL, lorsqu'elles sont à l'état low, VOL. Dans ce tableau, on peut voir les valeurs minimum requises pour un VCC de 3,3 volts en fonction des modes de communication. On remarque que la résistance nécessaire dans le mode Fast Plus est de minimum 145 ohms. La valeur maximale de la résistance de rappel est limitée par les temps de montée et de descente. La variation du signal est donnée par la formule suivante. Soit pour une variation de low égale 0,3 fois VDD à high égale 0,7 fois VDD, qui a été choisi comme référence, les valeurs calculées à partir de la formule suivante. Jetons maintenant un œil au capteur MPU 6050. On remarque que le SCL est relié à une résistance de 222 ohms. Si on suit la ligne SDA, on remarque que celle-ci est aussi reliée à une résistance de 222 ohms. Cette résistance est reliée à son extrémité à un régulateur de tension 3,3 volts. On suppose donc que la tension du pull-up est de 3,3 volts, même si le capteur est alimenté en 5 volts. Les résistances sont donc des résistances de pull-up de 222 ohms. Il est donc inutile d'ajouter des résistances de pull-up dans le circuit SDA SCL. Cela pourrait même déstabiliser le circuit, résistance équivalente. On peut donc en déduire que le protocole I2C de ce capteur, et donc de la ligne, est Fast Plus car la résistance de pull-up est comprise entre 145 et 257 ohms. Les adresses I2C. Le protocole I2C repose sur une série d'adresses esclaves appelées une par la carte maître. Le problème ici provient des adresses I2C elles-mêmes. Les adresses I2C sont codées sur 7 bits. On a donc 228 possibilités en théorie, mais beaucoup d'adresses sont réservées pour des états spéciaux. Il y en a donc plutôt 121. Vous devez donc vous dire, c'est génial, je peux brancher 121 capteurs sur la même carte. Mais non. Les capteurs sont conçus avec leur adresse déjà intégrée dans leur système. Si vous avez deux mêmes capteurs et que vous ne faites rien, ils ne pourront pas communiquer via le bus I2C. Regardons encore une fois le capteur BMP280, enfin plutôt sa datasheet. Ici on voit que deux adresses sont disponibles. Si le pin AD0 n'est pas branché au VCC, on a une adresse 1110110 en binaire qui est égale à 119 en décimale, égale à 0 fois 76 en hexadécimal. Si l'on branche AD0 au VCC, on a une adresse 1110111 égale à 118 égale à 0 fois 77. On peut donc brancher que deux BMP280 à la même carte Arduino. Pire, il y a seulement 128 adresses possibles. Donc deux capteurs totalement différents risquent d'avoir les mêmes adresses. Il faut donc vérifier chaque datasheet des capteurs avant de les brancher en I2C. Il existe beaucoup de types de capteurs. Des accéléromètres, des gyromètres, des gyroscopes, des magnétomètres, des capteurs de pression, des capteurs de température, des capteurs d'humidité, des capteurs de luminosité, des capteurs sonores, des micros quoi, des capteurs de résistance structurelle, des GPS et même des capteurs de fatigue intellectuelle. Sérieusement, faire communiquer les capteurs avec votre carte n'est pas si facile que vous le pensez. Aujourd'hui, les capteurs les plus répandus sont des capteurs numériques. Ils sont aussi souvent plus précis. C'est plutôt pratique tout ça, mais il y a un mais. Comment communiquer avec le capteur ? Vous vous dites qu'on vient de voir les 2C, non ? Oui, mais pas seulement. On a aussi le SPI dont on parlera plus tard et des centaines d'autres bus de communication qui dépendent du capteur utilisé. Mais on va pas parler de cela, car même avec un moyen de communication, il faut que la carte Arduino comprenne ce que le capteur lui raconte. Pour cela, il faut rajouter des bibliothèques à votre IDE. Voici la librairie du capteur de pression SparkFun BME280. Sachez qu'il y a plusieurs librairies disponibles pour un capteur et qu'elles ont des fonctions et donc des optimisations et champs d'application très différents. Vous pouvez la télécharger et l'installer via le gestionnaire des bibliothèques de l'IDE d'Arduino. Sinon, vous pouvez télécharger la bibliothèque directement sur GitHub et sélectionner « Ajouter la bibliothèque zip dans l'IDE d'Arduino ». Une fois cette librairie installée, vous pouvez voir les programmes types associés à la librairie dans Fichier, Exemple, exemple des bibliothèques personnalisées, SparkFun BMP. Généralement, toute bibliothèque a des programmes associés pour aider à la programmation des capteurs. Sinon, Internet est votre ami. Allez dans Fichier, Exemple et sélectionnez SparkFun BME280. Et ensuite, Exemple 8, Local Pressure.
Maintenant, il suffit de câbler le capteur en I2C et le programme va fonctionner. Pour connaître la tension Vin du capteur, regardons le datasheet. Page 3. La tension d'entrée Sensor Supply Voltage doit être compris entre 1.71 V et 3.6 V. Vous devez donc le brancher au 3.3 V de la carte. Si vous le branchez sur le 5 V, vous risquez de casser le capteur. De la même manière, dans le datasheet, vous avez beaucoup d'informations nécessaires pour le câblage et la programmation. Veillez à lire le datasheet avant même l'utilisation du capteur dans votre projet. Peut-être que ce capteur n'est pas adapté à l'utilisation que vous imaginez. Maintenant que vous avez votre carte devant vous, vous devez certainement vous demander « mais où est le SDA et le SCL ?» Eh bien encore une fois, le datasheet est là pour vous aider. Ici, Arduino vous aide. Dans la partie documentation, vous avez cette image. Ici, on voit les deux pins, PC5 SCL, PC4 SDA. Dans les faits, les pins A4 et A5 sont aussi des pins SDA et SCL. On sait maintenant où brancher nos câbles. Maintenant, vous pouvez brancher l'Arduino, choisir le port et téléverser le programme. Si ça ne fonctionne pas, c'est que vous avez un BMP 280 et non un BME 280. Il faut donc changer l'adresse I2C. Pour cela, on ajoute mysensor.set I2C adresse 0x76, fermez les parenthèses, avant la fonction mysensor.begin. Si ça fonctionne, vous pouvez changer la pression de référence en 101-325 pascal, qui correspond à la pression de l'atmosphère standard. Ou si vous voulez être encore plus précis, vous pouvez taper METAR dans Google et chercher le METAR émis par l'aéroport le plus proche de vous. Il va contenir la mention Q, suivi d'un nombre. Celui-ci correspond à la pression au niveau de la mer en hectopascal. Par exemple, ici j'ai 1016 hectopascal, donc la valeur de référence est 101 600 pascal. Mais vous pouvez aussi choisir la pression pour laquelle votre altitude est nulle. Bref, choisissez surtout une valeur cohérente avec ce que vous voulez faire. Vous pouvez aussi changer l'unité utilisée pour la température en remplaçant la fonction readTempF par readTempC et changer l'unité utilisée pour l'altitude en mètres en changeant la fonction readFloatTemperatureFit en readFloatTemperatureMeters. Si vous avez un BMP 280, vous pouvez aussi supprimer la partie gérant l'humidité car le BMP 280 n'a pas de capteur d'humidité. Et pour aller beaucoup plus vite, vous pouvez aussi enlever le delay pour afficher directement les valeurs quand elles sont disponibles. Bon, maintenant on a l'altitude, mais on aimerait aussi avoir l'attitude de la fusée. Oui, l'attitude, qui correspond à l'orientation de la fusée. Pour cela, on utilise le gyroscope accéléromètre MPU 6050. Celui-ci enregistre l'accélération selon 3 directions et l'accélération angulaire en radians par seconde selon 3 directions. Alors, je vous préviens tout de suite, ici, on va juste récolter les données brutes. Pas d'angle, pas de changement de référentiel, rien du tout. On parlera de l'interprétation des résultats dans une vidéo qui arrivera bien plus tard dans l'année et que vous allez adorer. Mais attention, la bibliothèque utilisée ou le capteur peut être limité à plus ou moins 2G, 4G, 8G ou 16G. Donc faites attention aux plages d'utilisation de votre fusée et dans quelle configuration votre capteur est. Par exemple, notre mini-fusée dépasse théoriquement les 17G, donc on aura forcément une partie du vol où le capteur va saturer. Bon, déjà il faut brancher votre capteur. Pour cela, c'est très facile. On branche le premier pin au 5 volts de l'Arduino, puis le second au GND. Enfin, on connecte les deux pins suivants en les connectant directement au SCL et SDA du BMP 280. C'est ça la force de l'I2C. Vous pouvez trouver la librairie et le programme en description. Quant à moi, je vais vous expliquer étape par étape comment le programme fonctionne. Il est directement dérivé du programme du BMP 280, car on veut conserver les informations données par le capteur et y ajouter les informations du MPU 6050. La première étape est d'ajouter les variables et les librairies au début du programme. On ajoute ainsi la bibliothèque MPU 6050 6axis motionapp 20.h. Remarquez que vous pouvez tout aussi bien mettre des guillemets que des chevrons pour déclarer les librairies. Ensuite, on déclare le capteur MPU 6050. Maintenant, le nom de notre capteur est MPU, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. On déclare ensuite int16-t ax,ay,az,gx,gy,gz. int16-t déclare qu'il s'agit d'un entier stocké sur 16 bits. Vous pouvez aussi remarquer qu'on peut directement déclarer plusieurs variables du même type en les séparant avec des virgules. Voilà, on a fini la déclaration, maintenant on va passer au setup. Avant toute chose, on ajoute la fonction mpu.setFullScaleAxleRange, ouvrir la parenthèse, MPU 6050-axle-fs-16.
On va ensuite écrire la fonction mpu.initialize parenthèse, qui va initialiser le MPU, puis la fonction mpu.dmp_initialize parenthèse, qui initialise la connexion DMP pour Digital Motion Processor entre l'Arduino et le capteur. Ensuite, il faut faire quelque chose de très important. On écrit mpu.setxAccelOffset parenthèse point virgule, on fait ça pour les 3 accélérations, puis on écrit mpu.xGyroOffset parenthèse point virgule, et on fait ça pour les 3 accélérations angulaires. Cela correspond aux offsets d'usine de votre capteur, et vous devez les déterminer. Pour ça, vous avez un programme dans la description, que je n'expliquerai pas et qui vous calcule vos offsets. Pour cela, il vous suffit de poser votre capteur MPU 6050 sur une surface plane, puis lancer le programme. Lorsque celui-ci est fini, il vous suffit de mettre les valeurs obtenues directement dans les fonctions offset. Enfin, on va ajouter une simple fonction pour commander le départ. Serial println prêt pour le départ, taper quelque chose pour commencer, point virgule. While, ouvrir la parenthèse, serial.available, double parenthèse, égale 0, fermer la parenthèse, point virgule. Cette fonction bloque le programme jusqu'à ce qu'on lui envoie quelque chose via la commande. Enfin, on entre dans la boucle principale. On va alors écrire mpu.getMotion6 et ax, et ay, et az, et gx, et gy, et gz, fermer la parenthèse, point virgule. Et on va alors afficher les valeurs reçues. Pour information, serial.print, entre parenthèses, ouvrir les guillemets, /t, fermer les guillemets, fermer la parenthèse, point virgule, effectue un taquet de tabulation. Et la valeur 10 dans serial.print ax,10 correspond au nombre de décimales que l'on veut afficher, ici 10 décimales. Et voilà, vous avez un système qui est capable de lire vos capteurs. Bon, évidemment, à moins que vous vouliez connaître l'attitude et l'attitude de votre fusée pour l'appliquer directement à une expérience ou un système, vous avez plus d'utilité si vous enregistrez ces données pour le récupérer une fois le vol fini. Et on verra ça dans la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à me dire si des erreurs ont été commises ou à me donner des conseils en commentaire. Si vous estimez que cette vidéo le mérite, laissez un like, partagez-la ou abonnez-vous. Et si vous ne voulez pas, faites comme vous voulez.